Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire un commentaire. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous le voyez bien souvent à côté de moi lors de mes vidéos tournées en studio. Je vous en ai déjà parlé aussi dans de nombreuses vidéos et vous avez pu en voir un tout petit aperçu lors des dernières rencontres astronomiques de printemps. Voilà, ce télescope, bien évidemment, il s'agit du Photostroke version 4 qui est donc ici à côté de moi. Et je vous propose donc dans cet épisode que je vous promettais depuis bien longtemps de vous le présenter partie par partie. C'est le résultat de 4 ans de travail de façon à essayer d'obtenir finalement un télescope vraiment adapté pour faire de la photo du ciel profond et qui soit réellement transportable pour pouvoir partir en vacances. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors voilà, le Photostroke en fait est à proprement parler un astrographe, c'est-à-dire un télescope qui est vraiment dédié pour la photographie. On peut bien évidemment mettre un oculaire en lieu et place donc de l'appareil photo, mais dans certaines situations, par exemple si je vise vers le pôle Nord céleste, on va se retrouver à la renverse, c'est quand même pas tout à fait l'idéal. Donc ce télescope va plutôt être dédié à l'astrophotographie, et à côté de lui, bien évidemment, j'utilise le SlimStroke 400 que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc les différentes parties, elles sont assez simples. On a une monture. Alors les deux éléments inférieurs que vous pouvez voir ici, vous avez un plateau et vous avez une table, sont tout à fait optionnels. Je ne suis pas obligé de les utiliser. On a une base qui peut être utilisée soit pour une monture en fer à cheval, soit pour une table équatoriale. Donc on va avoir une motorisation ici par galet, un deuxième galet qui est complètement libre et un pivot en arrière. Donc ici vous pouvez voir le moteur d'entraînement en ascension droite. Vous avez un petit moteur pas à pas, toujours un 28 BYJ48. Simplement, j'ai complètement scalpé la partie réducteur interne qu'il y a dessus et j'utilise simplement l'axe. Donc vous avez en fait des bobines dans cette partie inférieure et vous avez juste un axe qui vient entraîner le deuxième pignon de ce réducteur qui est le réducteur EQ1 à 50 € qu'on peut trouver un peu partout. Donc on arrive à une motorisation beaucoup plus fiable que la motorisation EQ1 d'origine. Et donc vous avez un petit connecteur là, comme ça, qui me permet de me connecter, de me déconnecter, voilà, avec 5 broches tout simplement, donc vis-à-vis de la monture. Et donc vous pouvez voir que la monture repose finalement sur 3 points. Le pivot ici au côté sud, le galet motorisé ici donc côté nord, et vous en avez un deuxième de l'autre côté. À noter quand même que j'ai 2 petits roulements ici, donc vous allez me dire mais vous avez 5 points et ça c'est pas bon. Effectivement c'est pas tout à fait bon, mais il y a quand même de la flexion dans le bois qui fait que voilà, ça me permet de donner une garantie quand même nettement meilleure. Donc à la mise en station, je me suis aperçu finalement que si je ne faisais pas ces petits galets qui allaient vraiment me permettre d'avoir un bon positionnement, donc ça c'est ce qu'on appelle des galets poncets, et ici ce sont des galets donc de type J. Et bien à ce moment-là ça ne fonctionne pas correctement. Donc voilà, mais ça c'est un petit peu au fur et à mesure de l'utilisation qu'on s'aperçoit de ce genre de choses. Et l'entraînement en déclinaison donc est assuré par cet énorme plateau qui est fixe donc, et donc on vient le prendre avec la mâchoire ici. Sur le Photostroke V3 c'était l'inverse, le plateau était solidaire du télescope et finalement l'entraînement était relatif au fer à cheval et à cette vis là. Mais le problème c'est que pour le transport à plat, la vis restait, et ça c'est quelque chose que je voulais supprimer, donc c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce système dans le sens inverse. Voilà. Et donc on a une monture en fer à cheval qui va nous permettre de faire un mouvement en ascension droite comme ça au fur et à mesure, et vous avez ici les graduations qui correspondent à l'angle horaire donc que vous pouvez retrouver sur un certain nombre d'applications. Donc quand un objet est strictement au méridien, il suffit d'être à 0 heure en face de ce témoin et donc on a directement le bon axe, le pôle nord étant bien sûr braqué dans cette direction.
Alors bien évidemment, justement, nous devons être parfaitement mis en station pour ce type de télescope, puisque nous allons viser à faire de la photographie du ciel profond avec un temps de pause quand même assez long. J'utilise pour ça un Polmaster de QHY-CCD. C'est une petite caméra ici, d'un champ assez large qui fait, je crois, 8 degrés de large, et donc avec une petite caméra à l'intérieur, et elle se reliera par USB avec un ordinateur, de façon à pouvoir faire la mise en station. La mise en station est très rapide, elle dure moins de 10 minutes. Je le fais par 2 fois, à savoir donc que l'on va viser globalement la zone de la polaire, désigner la polaire et ensuite placer des étoiles, enfin des petits cercles, pour bien s'assurer qu'on est en train de pointer la polaire. Et ensuite, on va en fait se placer à 3 heures est, sélectionner une étoile autre que la polaire, revenir à 0 degré, resélectionner la même étoile et ensuite aller à 3 heures ouest et resélectionner la même étoile. Et à partir de 3 points, vous le savez bien, il n'est possible de faire passer qu'un seul cercle. Et donc c'est comme ça que la caméra va déterminer donc le réel axe de la monture. À partir de ce moment-là, on va pouvoir revenir en position initiale et donc désigner l'étoile polaire, et il va nous indiquer quels sont les réglages à réaliser. Et c'est la raison de ce plateau finalement supplémentaire que l'on ne voit pas souvent sur les tables équatoriales. Je peux faire un mouvement en azimut ici tout en restant bien plan, et à l'arrière vous avez un pivot qui peut être remonté ou redescendu de façon à faire le réglage en latitude. Et donc avec ça on arrive à une mise en station qui est relativement fiable. Alors bien évidemment on n'est pas sur une monture de type Q5, Q6 qui est capable de faire plusieurs minutes sans autoguidage, notamment parce que j'ai quand même pas mal d'erreurs périodiques sur le réducteur, mais néanmoins on arrive à une bonne mise en station avec ce système. Ensuite, on le protège bien évidemment contre la rosée et on n'a plus besoin de l'utiliser, on peut débrancher le câble. Le reste du télescope en fait va retrouver finalement tous les éléments de tous les télescopes que vous allez trouver dans le commerce, mais agencés de façon différente. Donc la première chose, là, telle que vous pouvez le voir, c'est la protection thermique qui est assurée à travers des couvertures de survie. L'objectif, c'est de ralentir le refroidissement des pièces métalliques et des pièces en verre de l'instrument, puisque en deçà de la température qui est le point rosé, on va voir apparaître de la rosée sur le miroir secondaire, sur le correcteur de coma. Pour le primaire, il faut quand même y aller sacrément et ça apparaîtra avant bien évidemment en haut. C'est pour ça d'ailleurs que la partie inférieure n'est tout simplement pas protégée. Donc en fait, j'ai réalisé toute une protection à travers une couverture de survie en plusieurs parties pour protéger les différents éléments du télescope. Donc la petite caméra de guidage qui est en métal et qui est reliée au correcteur de coma, elle est protégée par une petite première protection. Le correcteur de coma proprement dit est protégé par une deuxième protection. Ensuite, la cage proprement dite du miroir secondaire, donc elle est faite en bois, donc j'ai pas besoin de protéger plus là. Par contre, la partie supérieure, je la protège également à travers une jupe supplémentaire. Enfin, le tube proprement dit lui-même est protégé également sur toute la partie supérieure. Et donc vous pouvez voir le télescope tel que vous le voyez sur les vidéos en studio quand je suis à la maison. J'ai pas de problème de rosée en fait quand je l'utilise depuis mon balcon. Et donc vous pouvez commencer à voir apparaître aussi la structure du télescope, donc à savoir ces tubes de carbone. Donc les tubes de carbone qui sont des tubes de 8 mm de diamètre sont accrochés par des petites rotules de modélisme et sont vissés en fait dans des petits inserts en métal qui sont insérés finalement dans le bois. Vous en avez ici également à l'intérieur de la cage du secondaire, de la cage intermédiaire et de la cage du miroir primaire. Donc en totalité, finalement, on a 8 tubes sur la partie supérieure, 8 tubes sur la partie inférieure, ça fait 16 tubes. Et toutes les vis, on a 32 vis pour fixer toute cette structure. Qui plus est, la difficulté, c'est qu'on vient les fixer finalement à travers la bâche. La bâche est attachée par un système de velcro à chaque fois. Et donc, il faut retrouver le petit insert à travers un petit trou dans la bâche. Il est très fastidieux à ce niveau-là, au niveau du montage. Mais il y a une raison bien précise que je vous avais expliquée
dans une précédente vidéo, à savoir que j'avais des reflets à l'intérieur du télescope et donc j'ai voulu supprimer strictement la totalité de tout risque de reflets parasites à l'intérieur du télescope, et c'est pour ça que les tubes sont maintenant à l'extérieur des bâches, alors que sur le Photostroke dans la version 3, également les versions précédentes, finalement les tubes étaient à l'intérieur. Donc vous pouvez voir en fait finalement que maintenant il n'y a que les bâches finalement à l'intérieur du télescope, et on voit bien encore la cage intermédiaire bien sûr, mais elle est intégralement recouverte de peinture noire et finalement il n'y a aucune possibilité de reflet parasite à l'intérieur. J'en profite donc pour souligner que pour éviter tout reflet parasite, en particulier au moment des flats, la branche donc transversale de l'araignée ainsi que le flanc supérieur du miroir secondaire sont recouverts de noir. À terme, ce sera peint avec donc du vernis à ongles noir, et vous avez le correcteur de coma. Vous pouvez voir aussi qu'il est recouvert d'un carton ici et à l'intérieur de couverture de survie, là encore pour l'isoler au maximum au niveau thermique. Le correcteur de coma est dépassant, vous pouvez le voir ici, donc va constituer une petite obstruction au niveau de la lumière. C'est un choix et un compromis, parce qu'on comprend bien qu'avec la longueur que constitue le correcteur de coma et l'appareil photo ici, eh bien j'aurais eu finalement un balourd qui serait un effet de bras de levier qui serait trop important pour arracher le télescope vers l'arrière, et ça aurait pas été voilà, ça aurait été très très complexe au niveau de l'équilibrage. Donc c'est un choix que j'ai fait et un compromis que d'avoir un correcteur de coma qui vient prendre une partie du champ optique ici. Et malgré tout, je suis obligé d'avoir donc un lest ici de 1 kg qui est tout simplement fixé entre les tiges de carbone, donc de cette partie inférieure donc de la structure. Dernière chose à souligner, bien évidemment, une bonne mise au point passe obligatoirement par l'utilisation d'un masque de Bahtinov. On en a déjà parlé lors de la photo de l'ISS. Donc vous avez ces différentes franges finalement qui vont constituer un premier trait. Vous avez un deuxième et un troisième trait ici. Et en fait, l'ensemble de ces traits vont venir se croiser sur l'appareil photo, et c'est avec ça que je vais savoir comment faire la mise au point. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'en fait, il n'y a pas de porte oculaire à proprement parler sur ce télescope. Là aussi, c'était un choix qui était dicté par la contrainte de poids. Toute masse finalement sur la cage du secondaire nous oblige à avoir un contrepoids en dessous du télescope. On va y venir tout à l'heure. Donc en fait, si vous voulez, le correcteur de coma ainsi que l'ensemble de l'appareil photo sont complètement finalement simplement fichés à l'intérieur donc de cette partie-là de la cage du secondaire, qui a été comme moulée finalement sur la partie la première partie du correcteur de coma. Ensuite, on a ce qu'on appelle un diviseur optique et un petit prisme à l'intérieur qui nous permet donc d'orienter une partie de l'image vers une caméra de guidage. À noter que là-dessus, j'ai donc rajouté une petite lentille frontale supplémentaire qui nous permet donc de faire l'effet d'un diviseur de focale et donc d'avoir un champ un peu plus grand pour faire l'autoguidage. Enfin, bien évidemment, on a la question de l'adaptateur pour pouvoir mettre l'appareil photo, puisqu'on est ici en M42 et donc je suis en train de faire plusieurs essais au niveau adaptateur. On en parlera. J'ai une grosse suspicion finalement que les bagues qui sont livrées dans le commerce vis-à-vis du Sony A7S en tout cas, voilà, je vous en avais parlé dans mon analyse sur les photos des rencontres astronomiques de printemps 2019, et donc effectivement je suis en train de faire des essais actuellement. C'est pour ça que vous avez une bague qui est peu commune ici, que j'ai réalisée par collage, de façon à essayer de rapprocher l'appareil photo de 3 à 4 mm et normalement de pouvoir avoir des coins qui soient corrects sur mes photos. Et donc en fait l'ensemble vient s'insérer à l'intérieur du tube et vient se verrouiller ici là pour avoir toujours le même cadrage d'une fois sur l'autre. Et pour faire la mise au point, en fait il me suffit de dévisser un petit peu en tirant ou en poussant pour pouvoir changer la mise au point comme ça. Et c'est comme ça que je fais la mise au point avec donc ce système. Alors c'est pas idéal, j'ai utilisé ça, ceci dit, pendant près de 3 ans maintenant. Ça marche malgré tout très très bien. Vous pouvez remarquer que j'ai ici un petit chercheur point rouge. Très sincèrement, je ne l'utilise pas souvent, quasiment même jamais, mais il est là au cas où. Disons que je travaille beaucoup plus le pointage par cercle de coordonnées. J'ai ici un cercle de coordonnées en déclinaison. Il faut que je refasse le plateau, hein, mais enfin les graduations, elles sont
en négatif, mais ça me permet de faire un pointage tout simplement avec la déclinaison ici et donc l'angle horaire ici qui m'a été déterminé par une application. Ensuite, pour terminer le pointage, j'utilise le live view de l'appareil photo qui est très efficace et donc qui me montre toutes les étoiles principales. Et en comparant en fait avec mon smartphone et l'application Sky Safari, je compare l'un et l'autre et j'arrive vraiment à faire un cadrage vraiment précis de la zone que je souhaite photographier. Ok, donc maintenant on va s'intéresser à la partie inférieure du télescope. Vous avez surtout déjà pour commencer une cage intermédiaire, c'est vraiment l'évolution majeure entre le photostroke, enfin une des évolutions majeures entre le V3 et le V4. Donc on est fixé ici par simplement des roulements à billes à rotule. Donc on est auto-centrant si vous voulez et simplement ces deux tubes de carbone qui sont insérés dans des U en aluminium et cette rotule permet à ce que le télescope soit pile poil voilà, bien assis au niveau de la monture. L'entraînement en déclinaison est assuré par ce système, donc c'est un petit moteur 28BYJ48 qui est relié ici donc par simplement une petite vis M3 et donc j'ai un système en fait de pince avec caoutchouc de serrage qui permet d'assurer un blocage. Donc je suis encore en train de travailler là-dessus. Je vous avais dit que j'avais eu un problème peut-être de stabilité. J'ai rajouté donc ces équerres qui peuvent être tout simplement dévissés. Donc le plateau est maintenant fixé de façon beaucoup plus robuste finalement avec le U du fer à cheval et donc j'ai quelque chose qui logiquement est beaucoup plus fiable. Donc avec ça finalement ce petit moteur quand il va visser ou dévisser va faire tourner la partie inférieure et il y a à l'intérieur en fait une petite vis M3 qui va venir visser et dévisser dans un écrou qui est fixé ici à ce niveau là à l'intérieur de ce U et donc ça va permettre de pouvoir faire un micro mouvement en déclinaison. Alors on va continuer à descendre, on va s'intéresser maintenant à la partie vraiment inférieure de l'instrument, donc à savoir son barillet. Donc il y a plusieurs choses à noter. La première chose, c'est que bien évidemment, quand vous avez mis énormément d'éléments sur la cage du secondaire, donc on a, je le rappelle, le miroir secondaire, on a le correcteur de coma, le diviseur optique, la caméra de guidage et l'appareil photo, tout ça, ça pèse quand même un certain poids. Donc en fait, pour résoudre ce problème d'équilibrage, on est obligé, voilà, soit d'avoir un tube très long en avant et en arrière du centre de gravité, soit de rajouter du lest finalement au niveau de la cage du primaire, de façon finalement à rebaisser le centre de gravité de l'instrument. Et ça c'est absolument impératif parce que sinon la taille du fer à cheval sera absolument énorme puisque bien évidemment notre centre de gravité se retrouve ici et à un moment donné on va commencer à bouffer à l'arrière du fer. Donc une des solutions que j'avais sur le Photostroke dans la version 3, qui a été le premier sur monture à fer à cheval, le V2 était sur une table équatoriale, j'avais une cage rectangulaire et j'avais deux godets qui venaient se visser dessus contenant des billes de plomb et donc qui venaient faire cet équilibrage en termes de poids. Donc c'est pour ça que vous avez d'ailleurs cette découpe qui est ici carrée puisque on passait juste à côté en fait avec les lestes en plomb. Dans cette version donc 4 du Photostroke, j'ai décidé d'embarquer déjà le bloc de batterie. Il fait 430 grammes à peu près. Avant, il était simplement posé sur le côté et la petite raquette de motorisation était ici. J'ai décidé d'essayer de tout ramener sur l'instrument. Pourquoi ? Pour être au plus proche en fait de ce moteur-là qui a quand même une nécessité d'avoir un peu de couple. Plus le fil est court finalement, moins de résistance je vais avoir au niveau du câblage. J'ai beaucoup moins de problématiques finalement de résistance ohmique pour ce moteur-là qui est tellement démultiplié qu'il n'aura jamais aucun problème de couple. Donc j'ai intégré la carte électronique ici. Ce n'est plus une Arduino Pro Mini, c'est une Arduino Pro Mega. Elle contient beaucoup plus d'entrées-sorties en fait. Et j'ai décidé donc d'intégrer le bloc de batterie ici. Au niveau des lestes, nous l'avons vu, nous avons en dessous là, puisqu'il était sur le côté tout à l'heure, un lest de 1 kg, mais à l'intérieur même de la structure, nous avons encore 2 kg de lest, donc qui sont presque intégrés au barillet. Le barillet a cette propriété aussi d'avoir finalement des moteurs. Il est donc motorisé carrément pour la collimation. Donc on retrouve le même montage qu'on avait vu ici avec le même type de moteur et de système donc de petites vis M3 et donc en fait nous avons d'abord un anneau ici
sur lequel on est fixé par les tubes de carbone. Et donc sur cet anneau-là, j'ai un insert fileté et je viens visser dans cet insert fileté à partir du moteur. Donc voilà, le barillet, je vous avais montré une photo, et puis là je vous la remets à l'écran, à savoir de sa structure. Donc c'est une structure en triangle, avec finalement 3 poutres, et ensuite avec des balanciers à l'intérieur de ces poutres, qui me permet de faire un barillet en 6 points. Et je vous avais promis donc de vous expliquer, je vous avais mis dans l'espace commentaire, je vous avais promis de vous expliquer pourquoi. Effectivement, un miroir donc de à peu près 3 cm d'épaisseur et de 200 mm de diamètre, il est suffisant d'avoir 3 points. Je vous renvoie à mon épisode sur la construction des barillets des télescopes. Mais le choix de prendre 6 points permet d'avoir globalement même le milieu des balanciers qui soit plus espacé par rapport au centre du miroir, et donc finalement de prendre le miroir beaucoup plus par l'extérieur que par le centre, parce que si je le prenais par le centre, le risque c'est de le voir basculer comme ça assez facilement. Or je suis sur un instrument que je vais aller orienter, un tube que je vais aller orienter dans toutes les directions. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un barillet 6 points. Donc le barillet, si vous voulez, est motorisé par ces 3 moteurs que je peux à chaque fois monter et descendre. Vous savez que sur le stroke, il suffit simplement de 2 points de réglage. Moi, j'ai les 3 qui peuvent être réglés, et là, il y a une raison très simple à ça. C'est que je peux bien évidemment faire la collimation, et la collimation va être motorisée et donc commandée en fait par la raquette. Mais vous savez que je n'ai pas de porte oculaire finalement au niveau du miroir secondaire, enfin au niveau de la cage du secondaire. Et donc l'objectif c'est de pouvoir remonter ou redescendre le miroir par les 3 moteurs en les faisant tourner dans le même sens. Donc je suis en train encore de faire des tests par rapport à ça, c'est très très fin à réussir à régler, mais l'objectif donc est de pouvoir faire une mise au point fine et donc de pouvoir me faciliter les réglages de mise au point au fur et à mesure de la baisse de la température lors d'une soirée, puisque la focale du miroir diminue très légèrement en fonction de la température. Alors après, bien évidemment, on va pouvoir alimenter cette raquette. Donc là, effectivement, nous sommes en plein jour, on ne le voit pas trop. Et donc finalement, vous avez la carte électronique là qui va venir alimenter ici le moteur en donc ici c'est le moteur en déclinaison. Ici vous avez le départ de l'alimentation pour le moteur en ascension droite. J'ai un brochage supplémentaire qui va me permettre de pouvoir relier à terme un moteur de type bipolaire, qui sont les moteurs pas à pas EQ3, EQ4. Ils sont au final moins chers et à mon avis beaucoup plus fiables que le montage que j'ai réalisé moi-même ici. Donc à terme je prévois cette évolution là. Ici vous avez un connecteur à 5 broches qui permet donc de connecter la caméra de guidage. Donc c'est un port ST4 directement relu par l'Arduino. Ici vous avez 2 fils qui permettent de commander l'appareil photo pour déclencher les poses, et donc je peux les déclencher soit avec un simple interrupteur ou carrément un petit interrupteur, voilà, un bouton poussoir ou un interrupteur. Et j'ai aussi un optocoupleur qui peut être commandé par une fonction intervallomètre dans le logiciel. Je peux ensuite, là bien évidemment c'est le connecteur qui permet de relier la télécommande. Je ferai sans doute à terme un petit point de fixation ici pour éviter les vibrations parasites. Et ici vous avez 3 départs de commande pour les 3 moteurs du barillet. Donc toutes les fonctions sont intégrées en fait dans ce logiciel Arduino, donc avec une Arduino Mega. Là vous pouvez effectivement pas voir à l'écran, mais globalement je peux sélectionner l'hémisphère pour changer le sens de marche du moteur en ascension droite. Je peux sélectionner le type de caméra. Ici j'ai la T7 Astro de Dataizen. Son port ST4 n'a pas le même brochage que les autres, et comme j'utilise le même fil, eh bien en fait je le compense finalement de façon logicielle. Donc je peux choisir le brochage pour la Dataizen ou pour les caméras autres du marché qui ont le brochage standard. Je peux bien évidemment faire des travaux de mise en station. J'ai la fonction donc du bigourdon, le Drift Alignment by Robert Weiss, donc ce qu'on appelle le DARV, qui permet de faire une photo en restant fixe, ensuite de laisser une dérive, de revenir en son point, et donc on sait quel est le sens de la dérive. C'est une méthode itérative que nous verrons dans un tutoriel dédié. C'est très instructif pour apprendre la mise en station, et donc cette méthode DARV est complètement intégrée finalement via l'optocoupleur
moteur, la carte va commander l'appareil photo pour faire ces poses-là. Mais bien évidemment, j'utilise le PoleMaster en temps normal. Je peux ensuite avoir un système de calcul de vitesse moyenne grâce à un oculaire réticulé par exemple, et c'est comme ça que j'ai déterminé vraiment la vitesse d'évolution du moteur. J'ai jamais calculé les démultiplications et même le diamètre du fer à cheval. Enfin, bien évidemment, j'ai tout le réglage des fonctions d'auto-guidage, les fonctions d'intervallomètre, etc. J'ai des modes de raquette manuelle qui me permettent d'avancer et de reculer. Donc vous pouvez voir que j'ai finalement un ensemble logiciel qui est très très complet. Il suffit de relier, si vous voulez, la caméra de guidage avec le PC, et à ce moment-là, je peux utiliser l'auto-guidage comme sur tous les astrographes finalement que vous retrouvez partout. Alors bien évidemment, à la fin de toute session d'astrophotographie, nous devons faire des flats. C'est quelque chose d'absolument impératif pour essayer de compenser un peu les poussières qu'il pourrait y avoir sur le capteur. Et bien évidemment le vignettage, c'est-à-dire que les coins sont moins bien illuminés, et en particulier aussi si on a un petit diviseur optique, il y a une petite partie de l'image qui va pouvoir être rognée. Et donc à partir de ce moment-là, on va utiliser une boîte à flat. Donc la boîte à flat, elle est réalisée à partir d'un ancien plafonnier à LED que j'ai recablé. Je vous mets un lien dans la description sur le tutoriel pour refaire le câblage. Elle est entourée de différentes jupes, et en fait elle vient tout simplement se placer sur la partie supérieure de l'instrument. Voilà, et le fait d'avoir des grandes jupes comme ça va éviter l'entrée de toute lumière parasite, et va éviter également, alors bon là on a du vent, mais va éviter également d'éblouir les copains pendant une séance voilà, d'observation, etc. Donc la boîte à flat est absolument impérative. Elle s'alimente par un 5 volts USB, et comme j'ai un bloc batterie avec moi, alors le câble est un tout petit peu court mais je peux toujours le retirer et le poser par dessus, et bien en fait j'ai toute l'alimentation nomade qu'il me faut pour pouvoir utiliser les flats. Alors parmi tous les accessoires un petit peu indispensables sur une séance d'astrophotographie, bien sûr, on a le laser de collimation. Alors j'utilise le Hotech à croix. Donc voilà, il est très très précis, surtout il a un système d'auto-serrage. Voilà, à travers ces deux bagues de caoutchouc, et en fait quand on vient visser donc dessus, les bagues se gonflent et viennent se centrer à l'intérieur. Donc ça c'est un support, alors c'est pas ceux que j'ai construit, mais celui-là il a l'avantage d'être complètement lisse à l'intérieur. Donc vraiment le serrage se passe vraiment très très bien pour pouvoir effectuer la collimation. Donc ça, le laser de collimation est absolument indispensable, et le fait d'avoir une croix et puis d'avoir une sortie qui soit un peu plus petite que nombre de collimateurs du commerce permet d'être plus précis, et c'est vraiment idéal avec donc ma raquette. J'utilise bien évidemment des batteries, donc j'ai tout un lot de batteries qui sont pour un certain nombre numérotées. Ça me permet de savoir, voilà, j'ai utilisé la numéro 2, j'ai utilisé la numéro 5, etc., de me repérer, de ne pas les confondre. Et c'est fait en chiffres romains parce que c'est un peu plus facile à lire dans la nuit. J'ai aussi une fausse batterie qui peut être reliée tout simplement sur le port USB. J'en ai plusieurs sur le bloc batterie. Donc ça peut permettre éventuellement, et en particulier en hiver ou sur une éclipse, je vous recommande la fausse batterie parce que ces batteries-là, elles s'écroulent complètement au niveau de leur tension. J'ai le chargeur de batterie qui est ici. J'ai le chargeur pour le PC. Vous retrouvez mon petit système de collimation si je travaille avec un adaptateur donc de chez Sony. Donc il est fait vraiment pour aller avec. Aujourd'hui je n'utilise plus le correcteur de coma parce que en fait pour moi il est trop long en termes de tirage. Je prévois de le trancher, de le rapprocher. Donc, enfin, il y a tout un gros travail à faire, mais aujourd'hui je ne l'utilise plus. Donc ça c'est le même principe si vous voulez mécher avec donc l'adaptateur d'abord Canon et ensuite Canon vers Sony. Vous pouvez voir qu'on a la même profondeur et j'ai exactement le même problème. C'est pour ça que j'ai refait la bague que vous avez vue tout à l'heure. Je peux utiliser éventuellement un doubleur de focale de chez Canon. C'est pour ça aussi que j'ai des bagues Canon. Celui-là donc va pouvoir me permettre de pouvoir faire de la photo lunaire en haute définition. Une souris bien sûr, ça peut être très utile. Un petit déclencheur filaire. Alors il y a deux raisons à celui-là. Ce petit déclencheur, il peut me servir si jamais j'ai un problème avec la raquette.
pour cette fonction-là de la raquette, mais surtout à la fin, quand je suis en train de faire le démontage, pour faire les darks, et ben je le mets comme ça tout simplement. Ça coûte, c'est un truc qui coûte 1,50 € ou 2,50 € sur internet, mais ça permet de faire toutes les darks comme ça pendant que je fasse le démontage. J'ai également un set de nettoyage pour le capteur de l'appareil photo. J'ai ici un blaireau, alors il est important de prendre un blaireau en vrai poil de blaireau, ça permet de nettoyer les miroirs sans les abîmer, c'est quelque chose de très doux. Et donc ça m'a été recommandé par Franck Grière, donc je vous retransmets un peu le tuyau. Ça permet d'éviter les poussières si éventuellement vous avez des poussières un peu trop importantes. Donc voilà à peu près pour les accessoires que j'ai avec moi quand je fais donc une séance d'astrophotographie. Bien évidemment, en dessous, j'ai le PC qui me sert à l'autoguidage, qui me sert à la mise en station avec le PoleMaster et qui me sert également pour le traitement. Autre accessoire qui peut être très utile, c'est une espèce de demi-tente donc de chez Decathlon Quechua, qui peut me servir aussi à le protéger aussi un petit peu contre le vent. Dans ce cas-là, pour être à bonne hauteur, en fait, je n'utilise pas la table, mais ça peut être une solution si jamais j'ai un petit peu de vent. Voilà, il est quand même un petit peu sensible au vent, c'est normal, il est beaucoup plus léger qu'un télescope du commerce, mais c'est une solution qui peut aider. Alors il reste bien évidemment deux questions à aborder donc dans cette vidéo. La première chose, c'est déjà le rangement donc de ce télescope, puisque l'objectif est d'avoir un télescope complètement démontable. Si je retire toutes les tiges de carbone, finalement je me retrouve avec une cage ici, et cet anneau là finalement, cette protection supérieure va pouvoir un petit peu se ranger dedans. Le miroir secondaire se démonte de la même façon que sur le 400, je vous renvoie à la vidéo du 400, et j'ai un petit étui aussi de rangement de la même façon. La cage du primaire va venir également se démonter, et elle a surtout la propriété de se ranger à l'intérieur de la cage intermédiaire qui est, vous pouvez le voir sur sa section réelle, est octogonale, même si elle a ensuite des flancs carrés. Donc en fait, cette cage finalement du primaire, qui contient le miroir primaire et l'électronique et les lestes, vient se ranger à l'intérieur. On a ce petit système donc de fixation qui peut se retirer assez facilement. Le lest, bien évidemment, se détache tout simplement un scratch. Ensuite, il reste bien évidemment pour ce qui est de la monture. Donc en fait, en retirant les pieds, bien évidemment, on a quelque chose déjà de beaucoup plus fin, et on va pouvoir venir ranger la cage d'intermédiaire et primaire à l'intérieur ici, donc de la base. Donc c'est un volume qui va venir finalement disparaître à l'intérieur ici. Je vous insère une photo à l'écran. Ensuite, le fer à cheval, en fait, comme vous pouvez le voir, finalement, j'ai une plaque ici, j'ai deux équerres derrière qui sont tout simplement plates, et j'ai le fer à cheval proprement dit. Donc, en fait, en dévissant ces quelques vis, finalement, on arrive à quelque chose de complètement plat. Donc, finalement, qui prend très très peu de volume. Donc, l'ensemble du télescope, au niveau de son volume général, est quand même relativement restreint et peut être transporté quand même assez facilement. Donc on a ce lest bien évidemment qu'il faudra également transporter, mais il n'est pas non plus extrêmement volumineux. Donc j'ai pas fait de mesure précise de son volume, mais il reste tout à fait transportable, puisque là cette année j'avais le 400 et donc ce Photostroke 200 avec tous nos bagages en vacances. Alors bien évidemment, une chose qui est quand même assez utile avec ce type de télescope, c'est quand même de pouvoir intervenir à l'intérieur de l'instrument. Donc il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si vous faites tomber quelque chose ou si vous avez quelque chose à vérifier. La deuxième chose, c'est quand même pour le contrôle de la collimation. Donc en fait, la bâche que vous pouvez voir, elle a été conçue exprès pour pouvoir être ouverte. Donc ici et ici. Et ensuite, l'autre partie vient s'ouvrir comme ça. Hop, voilà. Et donc là, on a la possibilité de pouvoir vraiment intervenir dans l'instrument où finalement toutes ces différentes parties sont accessibles. Par exemple, je peux vous sortir le masque donc, que j'ai réalisé pour donc essayer de masquer le chanfrein qui faisait des reflets parasites. Et vous pouvez voir les différentes petites sections droites. L'objectif, c'est de pouvoir faire des aigrettes entre guillemets supplémentaires mais plus faibles. Donc les aigrettes, elles sont naturelles du fait de l'araignée, mais là ça me permet de faire des petites irisations qui vont être contrôlées et pouvoir avoir un meilleur rendu. Voilà, donc ça permet de pouvoir
donc rentrer à l'intérieur de l'instrument pour une maintenance, mais également de pouvoir contrôler ici donc l'aller et le retour donc du laser sur le miroir secondaire, et donc de pouvoir contrôler sa hauteur au moment de la collimation. Logiquement, elle n'est pas censée bouger énormément, surtout qu'une des 3 vis finalement est une vis de pivot que je ne touche jamais. Mais néanmoins, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental pour une collimation. On en parlera dans un épisode dédié. Les télescopes du commerce ne permettent bien souvent pas de voir finalement la surface du miroir secondaire au moment de la collimation et de pouvoir faire ce contrôle. Et malheureusement, ça peut mener à des mauvaises collimations. Donc là aussi, j'ai cette possibilité assez facile de pouvoir accéder à l'intérieur. Et vous pouvez voir finalement que l'intérieur de l'instrument, voilà, est tout à fait, on va dire, clean et nettoyé. Alors bien évidemment, là, l'iPhone a forcé au maximum la luminosité, mais je peux vous garantir que tout est bien peint en noir. Voilà, et la dernière question, bien évidemment, c'est est-ce qu'il marche ? Alors bien sûr, il marche. Donc c'est une évolution continue finalement de cette recherche de faire un télescope qui vienne être le prolongement finalement un peu légitime du stroke de Pierre Strokes. Donc Pierre a fait un télescope Dobson qui peut être emporté partout dans le monde pour faire de l'observation et de l'astrodessin. Avec l'évolution des capteurs numériques, et ici le Sony A7S c'est quand même un capteur qui est exceptionnel. Déjà l'exigence de faire des pauses longues est moindre, même avec des pauses de 15 secondes sans autoguidage, on a déjà des résultats vraiment excellents. J'ai un échantillonnage à 2 secondes d'arc par pixel, donc en fait j'arrive finalement à faire des photos même sans autoguidage. La motorisation est suffisamment fiable une fois que la mise en station a été bien faite. Bien évidemment, en utilisant l'autoguidage, je fais des pauses de 30 secondes avec une bonne fiabilité, et là je peux donc exploiter le Sony A7S au maximum vraiment de son fonctionnement nominal, puisqu'on l'utilise en pause de 30 secondes à cause du Star Eater. Donc le Sony A7S, c'est un appareil photo qui est absolument remarquable. Il est réputé maintenant chez de nombreux astronomes amateurs, et je pense que là on arrive à un setup qui répond aux besoins d'une astrophotographie nomade. Le poids total au minimum opérationnel est à peu près de 12 kg. Au maximum, c'est-à-dire faire plusieurs nuits, pouvoir faire les traitements, pour avoir les chargeurs, etc., on est plutôt aux alentours de 18 kg. Alors il faudra que j'affine parce que ça a évolué avec, ça c'était les chiffres plutôt du V3, mais globalement on a un setup qui reste raisonnable en termes de poids, qui est effectivement long à monter au départ, mais ensuite qui est quand même assez facile à utiliser, même s'il est un tout petit peu plus fastidieux bien sûr que les télescopes du commerce. Alors un des petits avantages de ce télescope par rapport à d'autres télescopes de même tube mais du commerce, c'est que ce télescope peut être transporté, intégralement monté à la place simplement d'un passager dans une voiture. Donc en fait j'ai déjà la monture, j'ai déjà le télescope, et en fait il va être assez facile finalement à transporter grâce à ça. Donc il me suffit d'incliner le tube comme ça, et je peux donc prendre le télescope et le sortir de la voiture, il est déjà quasiment opérationnel. Donc je vous laisse avec un petit clip vidéo de quelques-unes des plus belles photos faites avec ce télescope. Sachez qu'en fait toutes les photos de ciel profond que vous voyez dans les génériques de la chaîne ont été faites avec, alors essentiellement le V3, mais finalement c'est le même tube. Ce qui va changer réellement entre le V3 et le V4, c'est la cage intermédiaire et la cage donc du primaire. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, à poser vos questions également. Vous avez des tutoriels sur la chaîne pour construire votre télescope stroke, c'est déjà une première étape. Ensuite, construire un photostroke est quand même plus complexe en raison des motorisations et du logiciel, mais ce n'est pas une opération impossible. En tout cas, c'est une opération absolument passionnante. Je vous remercie encore de votre présence sur la chaîne. J'espère que donc cet épisode sur ce photostroke que je vous avais promis depuis longtemps vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.